Alors, comme très souvent, quand nous avons besoin de clarté sur ce qui est en train de se passer en Iran, ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis, avec, n'oublions pas, Israël qui est dans une position assez particulière, qui est impliqué dans ce conflit-là, qui n'a pas forcément désormais les mêmes buts que les États-Unis. Donc, quand on a besoin de clarté, on se tourne vers les experts. Mais les véritables experts, hein, pas les experts de joueurs de pipeau, etc., etc. Les véritables experts, dont celui que l'on suit. Et je suis très heureux de voir que de plus en plus de monde s'abonne à son travail parce que c'est quelqu'un qui ne s'est jamais trompé depuis le début. C'est Robert Pape, ce professeur d'histoire. Et on va voir que hier, dès qu'il y a eu les frappes aux États-Unis, il est allé sur son compte X, les frappes américaines, excusez-moi, les frappes américaines en Iran, et en expliquant que, regardez, Trump est en train de jouer avec avec le feu nationaliste du côté de l'Iran parce qu'il est en train de frapper de frappes militaires. On se rapproche de plus en plus dans des frappes civiles, des frappes de l'infrastructure iranienne. Et il avait écrit la veille, et d'ailleurs annonçant ce qui est en train de se passer depuis hier. Il avait écrit un papier en disant, voilà, on est passé à une nouvelle étape du côté d'une grande partie de la population iranienne. Et il avait annoncé ça. Il dit, pourquoi jamais aucune opération similaire où on bombarde sans fin un pays. Vous allez voir tout à l'heure, on aura les chiffres du nombre de frappes qu'il y a eu sur l'Iran. Il dit, pourquoi ça ne marche jamais? C'est qu'à un moment, ça augmente le sentiment d'appartenance à son pays et on devient tous des ennemis de l'autre. Et là, on est passé, il a utilisé ce qui s'est passé autour de la cérémonie funéraire autour de l'ayatollah, de dire, regardez, on demande désormais, c'est plus que de la résistance, on demande de la vengeance. On demande aux Iraniens de se venger. Et lui, sa crainte, c'était de se dire, ces frappes-là, qui sont de moins en moins militaires, résultat, elles augmentent cette légitimité à aller frapper de manière encore plus importante et donc à ne pas trouver un accord de sortie de crise, mais au contraire à escalader vers une prochaine étape qu'on va évoquer. Donc ça, c'était hier. Et puis ce matin, on va voir sur son compte Substack auquel je suis abonné, il a publié ce nouveau texte qui est extrêmement intéressant, une édition spéciale, lui aussi en Ah fait de oui, lui temps en temps, aussi. mais ça méritait, en expliquant, voilà, le cessez-le-feu est mort, c'est quoi la prochaine étape? Et pourquoi j'ai décidé de vous mettre en avant ce papier du professeur Robert Pape? Parce que jusqu'à présent, il ne s'est jamais trompé. Malheureusement et heureusement parce que ça nous permet un petit peu d'anticiper et de comprendre, malheureusement parce que il n'a pas forcément de bonnes nouvelles au moment où justement une deuxième vague de frappes américaines sont en train de se passer du côté de l'Iran et que les médias israéliens annoncent une réponse tout azimut des Iraniens sur différents pays sans distinction. Donc voilà, juste que vous ayez ce contexte. Au moment où je vous parle, c'est important d'avoir ce contexte. On est dans une émission qui est vraiment là aujourd'hui dans l'actualité bouillante. Donc là, il débute en disant que beaucoup de monde a fait une méprise en disant en pensant que c'était terminé, qu'on était déjà dans l'après-guerre, que parce que depuis ces 2 dernières semaines, il ne se passait pas grand-chose et on discutait et puis peu à peu, le commerce au niveau le trafic au niveau de Hormuz reprenait. On se disait, OK, on est passé Dans au l'après. après. Ouais. Et il dit non, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, je m'interromps une seconde parce que parmi les frappes qui ont lieu à l'instant où je vous parle, hein, gardez en tête son message sur X, c'est que il y a des frappes qui sont à proximité de centrales électriques.
C'est Donc, vraiment ça, des cibles maintenant. on n'est Vraiment plus pas dans de la militaires, cible hein. militaire, Non. on est dans de la cible de l'infrastructure, qui est un crime de guerre, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, d'infrastructure iranienne. Donc, on en est là. Il y a les premières photos qui sont en train de remonter, photos vérifiées grâce au travail open source au CENT. Près de Bushehr, il y a ces frappes-là. Et donc, il dit non, cette idée de post-war, elle est complètement fausse. On n'était pas là. On est simplement dans une nouvelle phase. Donc, on va rentrer dans cette nouvelle phase qui a décidé de dire voilà, cette nouvelle phase, elle ne s'est pas décidée hier soir. En fait, elle ne s'est pas décidée à la première phase de missile. Elle a commencé le 6 juillet avec, je vous le disais tout à l'heure, cette cérémonie funéraire dont le but était de montrer une unité nationale. Hein. Il y a eu plus de 10 millions de personnes qui se sont déplacées dans la cité sainte de Qom, donc plus de 10 millions de personnes, donc unité nationale. Et aussi, c'est un moment de défiance. C'est un moment où on dit aux Américains, regardez, vous n'avez pas réussi à nous briser, c'est nous les véritables gagnants de ce conflit. Donc ça, c'est la première phase qui va aller sur un deuxième jour, on va le voir, et ce deuxième jour, c'est évidemment les frappes du côté de Hormuz. Pourquoi ? Parce que du côté iranien, et c'est là qu'on se rend compte que ce fameux document MOU, où chacun annonçait avoir gagné de son côté, du côté iranien, on dit non, mais nous, c'est très clair, c'est nous qui contrôlons le trafic naval autour de Hormuz. Donc, soit vous passez par les routes que nous avons décidées, soit on vous tire dessus. C'est notre volonté aussi de démontrer qu'on peut, si on le désire, arrêter complètement les échanges pétroliers et de gaz autour de Hormuz. Donc, on a ce poids-là. Hein, tout ça avait été annoncé bien avant en disant que c'était une arme tellement forte que les Iraniens allaient continuer à l'exploiter. C'était peut-être encore pire que la menace nucléaire et de dire non, maintenant, nous, on peut arrêter le commerce. Et qu'est-ce qui se passe au niveau des stocks de pétrole de Cushing en Oklahoma? Qu'est-ce qui se passe par rapport au prix de l'essence? On peut tout bloquer. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape est suivie, évidemment, de ces frappes qui étaient quasi exclusivement sur des frappes militaires, 80 cibles militaires, donc c'est assez énorme, mais également, ça a commencé, confirmé à l'instant par différentes frappes sur des zones civiles et on vient de le voir, donc je viens de vous raconter en breaking news, des frappes sur des structures électriques. Là, on arrive à la journée d'aujourd'hui vécue en décalage horaire aux États-Unis. D'habitude, c'est le contraire, parce que Trump est en Turquie, où Trump dit voilà, le MOU est mort, etc., etc. Et cette conclusion en disant que, regardez, mercredi matin, les deux gouvernements, parce qu'évidemment, les Iraniens ont dit qu'eux aussi, de leur côté, de toute façon, ils ne voulaient plus négocier, en disant, voilà, on est arrivé à autre chose. Le semblant d'accord, le semblant de négociation diplomatique, pour l'instant, s'est mis de côté. Donc, vas-y Thomas, j'ai besoin de... vas-y, je te laisse. En fait, ce que Pape explique, c'est que la manière pourquoi on est arrivé où on est, c'est le pouvoir entre les pays, les trois pays. On revient sur l'Iran est passé à travers cette guerre, a survécu, n'a pas oublié le fait qu'ils ont le pouvoir avec le détroit d'Ormuz. Les États-Unis a déployé des milliards de dollars et d'avions, de vaisseaux, tout ça, mais n'a pas réussi à affaiblir l'Iran et avoir une vraie victoire. Et l'Israël n'a pas trouvé une victoire non plus, parce que les Iraniens sont toujours là et ils ont toujours des armes qui peuvent toucher à l'Israël. Donc, en fait, on a parlé de ce MOU, mais rien n'a vraiment changé
en termes de position pour ces trois pays. Et donc, les trois pays continuent à utiliser de la violence. Oui, parce que ce que dit Robert Pape, il dit finalement, il n'y a pas une victoire claire d'un côté ou de l'autre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'a pas obtenu la victoire politique, Pour laquelle on se bat. la seule chose, c'est de continuer à utiliser la force. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et donc là, il dit, voilà, le problème de Donald Trump, c'est que lorsqu'il déclare, comme on l'a fait aujourd'hui, même si dans la même phrase, en jouant cette histoire de Mad Men, il commence à dire, oui, bon, le MOU est mort et au-delà de ça, les négociations vont continuer avec Witkoff et avec Kushner. La réalité, c'est que Trump vient de passer à une étape suffisante, une étape suivante. Il dit, ben voilà, ma crédibilité politique, et gardez en tête que Trump a une pression énorme, on va y revenir dans une émission prochaine. Ça devait être l'émission d'aujourd'hui, puis j'ai changé le sommaire par rapport à l'actualité. C'est qu'il y a les élections de midterm qui arrivent, de mi-mandat le 3 novembre prochain, et c'est évidemment au cœur des préoccupations des électeurs américains. Et là, Trump vient de dire, ben non, désormais, pour moi, c'est terminé, les négociations sont plus possibles, je veux aller sur autre chose. Et c'est parce que Trump assume ce rôle-là, de dire non, maintenant c'est la guerre et je veux la guerre totale, que du coup, le danger augmente. Parce que ce n'est pas simplement du côté des Iraniens qu'on dit ça, c'est pas simplement du côté des Israéliens qui, eux, annonçaient depuis le début qu'ils voulaient la destruction de l'Iran. Non, c'est Trump qui dit voilà, c'est terminé, moi, je choisis le camp de la guerre. Donc, on voit que du côté de Donald Trump, c'est qu'on arrive dans cette situation où on ne peut plus. Il faut trouver une porte de sortie et il n'y a pas vraiment d'option. On va le voir, il est complètement piégé. Et donc, on se dit, ben voilà, la seule chose à faire, on ne peut pas obtenir cet équilibre-là parce qu'on est à la merci des Iraniens. On le voit, et on l'a vu encore hier avec Hormuz. Donc, il faut changer la donne. Il faut changer la donne de manière militaire. Ouais, ce deuxième paragraphe est fou parce qu'en fait, c'est la réalité. Si on conclut que ce soit pour l'Iran, mais surtout pour Trump, penser de la perspective de Trump, que la situation actuelle n'est pas acceptable. Ouais, politiquement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire ça nécessite plus d'opérations militaires. Donc voilà, même si on n'a pas une stratégie évidente ou une manière claire de gagner ce conflit, on se dit il faut escalate. Voilà, que la seule solution devant nous, c'est plus parce que on n'a rien d'autre. C'est l'histoire on est piégé. De ce homme, Trump, qui connaît bien comment couler en casino, qui est face à une dette et qui s'est dit la seule manière, c'est de continuer à jouer aux cartes et espérer que j'ai une carte qui va venir, donc je continue à parier pour essayer de sortir du trou. Exactement. C'est vraiment cette stratégie-là. C'est un très bon symbole. Il dit voilà, ce qu'il faut surveiller, ce n'est pas les prochaines frappes. Là, les frappes sont en cours, mais c'est la préparation militaire. Pourquoi? Parce que Pape en est convaincu. Il dit voilà, il n'y a pas d'autre. C'est pas une histoire de multiplier, d'intensifier les frappes. Tout ça, c'est terminé. On sait que ça ne marche pas. On sait qu'il y a des tas de pressions qui continuent, dont oui, le prix à la pompe, forcément. Donc, résultat, la seule porte de sortie, c'est une intervention militaire sur le terrain des États-Unis. Wow. Et il dit, si vous voulez comprendre ce qui va se passer, c'est le double down, exactement, c'est exactement ça. Si vous voulez comprendre ce qui va se passer, c'est pas de regarder qui tire sur qui en ce moment, c'est de dire c'est qui est en train de préparer une véritable intervention militaire. Et là, dans ce chapitre sur qu'est-ce qu'il faut regarder dans les prochaines semaines, vous allez voir comment c'est extrêmement troublant. Il dit le premier point à surveiller, c'est des déploiements militaires américains dans les zones du Golfe. Et il dit justement, la semaine dernière, lorsque ça passait de manière inaperçue, le Pentagone a annoncé qu'il y avait des nouvelles forces qui étaient envoyées depuis la Californie qui venaient d'arriver près du Golfe. On ne dit pas où,
on ne dit pas où ils sont, mais il dit ben voilà, on en est là. Donc, Et on s'approche. donc maintenant, il faut surveiller ça. Hein, tout ce qui est logistique militaire, les systèmes de défense, etc., qui vont arriver, donc de voir le mouvement de navires qui sont dans l'océan Indien, qui se rapprochent du Golfe. Donc il faut désormais surveiller tous ces signes qui sont annonciateurs d'une opération militaire américaine sur le terrain, en Iran directement. Il dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour Trump, politiquement, il sait qu'il ne s'en sortira pas. Donc, c'est d'aller plus loin. Il dit, voilà, l'autre chose à surveiller, et c'est extrêmement important. Ouais. Regardez cette phrase dans le contexte actuel, qui est de dire, c'est de se rendre compte cette expansion du pouvoir aérien militaire américain, c'est-à-dire la multiplication d'avions militaires pour des bombardements, pour des frappes, du côté de bases américaines. Et il dit, regardez, principalement ce qui est en train de se parler. Oui, alors évidemment, les Émirats arabes unis, Qatar, Diego Garcia, hein, on a vu avec des accords, des négociations avec entre autres, les Britanniques, mais il dit surtout, regardez ce qui se passe en Turquie. Trump a besoin d'une base pour sa guerre totale, et cette base-là, ça ne peut être que la Turquie. Et là, on en revient à ce qui s'est passé cette semaine. Donald Trump est allé en Turquie, hein, le sommet de l'OTAN était à Ankara, où il a été reçu par, évidemment, Erdogan, qui l'a reçu. Et au cœur de tout ça, les négociations tournaient sur une demande depuis très longtemps des Turcs d'obtenir l'accord des États-Unis de pouvoir acheter les avions de chasse, les F-35. C'est un des points les plus importants, et d'après moi, c'est ce qu'il faut surveiller, parce que Donald Trump a fait plus que ouvrir la porte. Il n'a pas donné son accord définitif, mais il a dit que c'est quelque chose, et certains de ses alliés aux États-Unis, au niveau du Congrès, ont dit qu'ils seraient partants, vu que la Turquie fait partie de l'OTAN, qu'elle puisse acheter ces F-35. Et évidemment, du côté de Israël, on va voir ça. Du côté de Netanyahou, on est extrêmement inquiet de cette opportunité. Donc regardez, je vous ai mis sur ce site d'information du côté israélien. Vous avez les deux nouvelles à côté. Ouais. Vous avez les deux nouvelles à côté. D'un côté, Trump qui est prêt à vendre des F-35 en Turquie. En échange de quoi, d'après vous? C'est l'utilisation des bases turques pour venir frapper l'Iran. Et de l'autre côté, du côté de Netanyahou, on va voir la déclaration de Netanyahou en disant, mais on est en train, si Trump fait ça, alors ça c'est le point de vue israélien, dire si Trump fait ça, il va encore plus déséquilibrer le Moyen-Orient, en expliquant qu'il est en train de donner des armes à un dictateur, etc. On ne va pas revenir sur Netanyahou, mais vous avez le contexte. Et quand on pense à tout ça, le fait que ces F-35 étaient au cœur des rencontres entre Erdogan et Trump, et que de l'autre côté, au même moment, vous avez Robert Pape qui vous dit « Regardez ce qui va se passer », on comprend que c'est pas qu'une vente d'armes, c'est pas qu'une vente militaire, c'est que Trump a besoin de Erdogan, et que Erdogan sait qu'il a les cartes en main, et il sait que c'est le moment de faire la pression pour ces F-35, en disant bah ok, vous allez avoir besoin pour cette nouvelle étape, cette escalade, vous allez avoir besoin d'une base militaire en Turquie. Vous ne l'aurez pas en Espagne. D'ailleurs, c'est pour ça que Trump s'est attaqué à l'Espagne publiquement. L'Italie, on sait où ça en est. La seule option pour Trump, c'est la Turquie. Et donc, pour Erdogan, de venir négocier en disant « Ok, ça peut se négocier, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut nous fournir les F-35. » Donc, effectivement,
on a cette... Ensuite, la logique de Pape, ça veut dire. Hein. On a cette logique de Pape. Ouais. Donc Pape, encore une fois, je vous dis, c'est pour ça, je pense qu'il ne se trompe pas et que au-delà de ça, Trump, pour s'en sortir, et c'est là où il est dangereux, hein, au-delà de son côté performatif, du côté Madman, il est prêt à doubler la mise et à prendre des risques extrêmement importants de se dire, OK, on va armer la Turquie, mais c'est la seule option que j'ai pour venir frapper l'Iran et préparer le reste de l'opération. Ouais, il y a tout le monde qui a les cartes en main. Ça, on s'en rend compte, sauf Trump, ça c'est certain. Et donc, il explique aussi de dire, voilà, regardez où désormais sont les frappes. Et on se rend compte dans les frappes qui sont en train de se dérouler. Là, au moment où je vous parle, on a les frappes au niveau du port de Kalantari. C'est exactement ce qu'annonçait ce matin Robert Pape. Ce sont des frappes qui se rapprochent du détroit de Hormuz. On ne frappe plus désormais des cibles militaires, mais des cibles civiles, portuaires, dans le détroit d'Ormuz. C'est la guerre pour Hormuz. Et dans ce cadre-là, évidemment, on va voir ce qui se passe du côté de l'île de Qeshm, qui était visée hier, qui n'a pas été encore visée aujourd'hui, mais qui était visée hier, qui serait une des cibles américaines symboliques. On vous en avait parlé il y a des semaines en disant, OK, c'est pas la plus importante, mais symboliquement, ça voudrait dire que les États-Unis ont pris possession d'une île iranienne. Et au-delà de ça, de dire, regardez ce qui va se passer pour les Iraniens. Parce que si les Iraniens suivent la même logique, ils vont frapper en mer Rouge et ils vont soit directement, soit utiliser les outils. On est vraiment dans une escalade. Et donc, dernier point, il dit, ben voilà, il faut étudier ces signes qui permettent de dire, regardez, on va saisir, on va s'emparer de zones territoriales iraniennes. C'est plus simplement des frappes. Et il dit ça va se passer aux États-Unis. Écoutez les prochains éléments de langage des élus républicains. On va retrouver Lindsey Graham. Comme on était dans la deuxième semaine de cette guerre, quand on avait compris qu'en fait, il fallait continuer et que ce n'était pas une opération qui allait durer 4 jours, même après la mort de Khomeini, de dire, ben d'accord, il faut aller prendre Karg. On se souvient, on disait, il fallait prendre Karg. On a commencé à essayer de voir c'était quoi la réaction publique, de peut-être aller envoyer des soldats américains prendre du territoire. Ouais, et chaque fois avec ces éléments de langage, de dire par exemple, il faut aller sécuriser les couloirs commerciaux, les couloirs de transport. Donc, on est dans ça. Et le dernier point, c'est de dire, regardez, c'est pour prévenir que les Iraniens aient l'arme nucléaire. Et quand on revient sur toutes les déclarations de Trump aujourd'hui, et il y a eu 5 ou 6 fois où il a eu l'occasion d'en parler au-delà de sa conférence de presse finale, de conclusion de ce sommet-là, toutes les fois, il a rattaché. Tout à l'heure, on avait la question, regardez, on avait ce journaliste britannique qui disait vos déclarations sont importantes, etc. Elles ont un effet sur le marché. Au lieu en lui demandant est-ce que le MOU est vraiment mort, Trump tout de suite a basculé en disant ce que je peux vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les Iraniens n'auront pas l'arme nucléaire. C'est le nouveau WMD. Ils n'auront pas des weapons of mass destruction. C'est vraiment cette même stratégie qu'on avait vue il y a maintenant 20 ans pour justifier cette guerre-là. Donc ça, on arrive à cette conclusion de Robert Pape et vous allez voir pourquoi je donne beaucoup de poids aux propos de Robert Pape. Il dit, on est en train il ne faut pas regarder qui frappe quoi et qui frappe qui et qui tire le prochain missile, mais qui sont les parties qui préparent la prochaine étape de la guerre. Lui, il en est convaincu. On est dans une escalade qui va amener des opérations militaires encore plus importantes. Et on va voir que, et c'est là où je trouvais que c'est assez intéressant, c'est que vous allez me dire, ouais, c'est Pape. Non, mais vous allez voir, je suis allé chercher d'autres sources qui indiquent exactement la même chose. Il y a, par exemple, cet article du correspondant à la Maison-Blanche de Sky, donc un média britannique, et qui dit que, regardez, Trump, en fait,
à chaque fois qu'il y a ces décisions erratiques, parce que on se lève aux États-Unis, c'est intéressant, c'est raconté des États-Unis, et on découvre que pendant la nuit, il a dit que le MOU était terminé, mais quand les négociations continuaient, tout ce qui s'est passé dans votre journée du côté du sommet de l'OTAN, et il dit, mais en tout ça, ça démontre qu'une seule chose, c'est que Trump n'a pas de plan, que c'est un, excusez-moi le terme, mais un bordel absolu, et que du coup, il n'a plus d'options. Et la seule option qui va lui rester, il a des options qui rétrécissent, c'est pas de multiplier les frappes parce que ça ne marche pas. C'est de passer à une autre phase militaire et c'est la crainte de Pape. Et on va le voir, c'est pas le seul. Si Thomas, tu peux continuer. On a ce formidable, donc là aussi, on est dans de la presse britannique, je crois que c'est The Independent, ce formidable article de David Blair qui dit que voilà, non seulement l'Iran est devenu est plus fort maintenant que ce qu'il était en février dernier, ce qui est un paradoxe complètement fou, mais il dit que du coup, vous allez voir ces conclusions, on va avancer dans cet article-là, Thomas, on se rend compte que résultat, on était, alors juste pour j'ai mis cet extrait pour dire comment le temps passe. C'était il n'y a que 3 semaines qu'il y avait la signature de cet accord-là. Il dit, mais cet accord a servi strictement à rien. On le savait quand on suivait parce que c'était complètement vide de sens, parce qu'il fallait que Trump ait une victoire politique. C'est la seule raison, parce qu'il y avait justement toutes les festivités qui arrivaient du 4 juillet et il voulait être un président qui avait gagné juste avant. C'est tout. Mais cette nouvelle réalité, c'est que Donald Trump n'a plus les cartes en main du côté de l'Iran, et ce sont les Iraniens. Et les Iraniens décident de ce qu'ils veulent faire. C'est eux qui décident des prochains points. Et lorsqu'on arrive, et c'est là que c'est troublant, parce qu'il arrive aux mêmes conclusions que nous et que Robert Pape, il dit aussi, bon, est-ce que quand Trump dit que le MOU est terminé, est-ce que ça veut dire que c'est vraiment terminé? Il a zéro crédibilité, il lui reste zéro crédibilité. Il a zéro crédibilité, exactement, et il dit, voilà, il adore jouer ce message de Mad Men parce qu'il considère qu'en face de lui, ce sont des crazy, ce sont des fous, donc il y a une espèce de surenchère en disant, hey, regardez-moi Donald Trump, je suis encore plus fou que vous, attention, venez pas me chercher, je suis un dingue. C'est vraiment ça. Donc, mais la réalité, c'est que, la position est encore plus forte et la conclusion de cet article, c'est la même que celle de Robert Pape, qui est de dire que voilà, il y a eu 13 000 frappes américaines, 10 000 d'Israël dans les 40 premiers jours. Donc, on a un total de 23 000 frappes. Ça n'a rien changé. On a augmenté. Elles sont devenues de plus en plus intensives. Ça n'a rien changé. Qu'est-ce que peut faire Donald Trump en plus? Et dit, regardez cette conclusion. C'est la même que Pape. Il dit, la seule possibilité, c'est l'escalade. C'est la conclusion de Pape. Il dit voilà, c'est l'escalade et ça veut dire qu'il faudra passer à une invasion militaire sur le terrain qui impliquerait des centaines de milliers de troupes. Et donc voilà, il dit comment ça peut faire, comment Trump peut faire ce genre d'opération. Pour lui, ça lui paraît impossible et c'est pour ça qu'on tombe sur ces cibles intermédiaires de dire, bah, tiens, on va s'emparer de l'île de Qeshm ou de l'île de Karg, pourquoi pas. Exactement, pour dire, on a une victoire là. On va aller voir un autre universitaire américain, donc je vous invite à aller suivre, c'est un spécialiste pareil des sciences politiques et du Moyen-Orient qui dit, ben voilà, c'est Michael McFaul, il dit c'est le Memorandum of Misunderstanding à la place de Memorandum of Understanding, et il dit voilà, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est un mess. On est dans cette situation. Et regardez ce tweet du correspondant de Bloomberg, qui est un spécialiste justement du marché pétrolier. Et il dit, ben voilà, on en est retourné à la phase qu'on a connue il y a 3 semaines où Trump jouait le madman, le fou, et menaçait de prendre l'île de Karg, menaçait de détruire les ponts iraniens, les plants, donc les usines de dessalination de l'eau, etc.
etc. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. On en est retourné là. Et c'est une phase d'escalade. Alors la seule chose rassurante que j'ai trouvée dans tout ça, je vais être honnête avec vous, c'est le fait que, regardez, c'est une journaliste qui reprend les propos du pool de la Maison-Blanche, et donc qui nous reprécise que Trump n'a jamais accepté, il n'a jamais répondu directement. On lui a posé 2 fois. Est-ce que ça voulait dire qu'on retournait à des opérations militaires? Est-ce que ça voulait dire qu'il n'y avait plus de négociations? Et à chaque fois, Trump répond à côté. Donc oui, je suis cet homme fou. Je ne veux plus négocier avec eux, mais en fait qu'il continue à négocier avec Witkoff et avec Kushner. Parce que voilà, Trump se retrouve dans ces 2 options complètement folles où soit il escalade et donc on va surveiller les signes mis en avant par Robert Pape, soit on rentre dans un schéma qu'on a déjà vu d'aller-retour diplomatique en essayant de trouver la meilleure position possible de force à la table de négociation, mais où Trump reste à la merci des Iraniens et dans une situation politique, hein, c'est ce que disait Pape, il dit voilà, c'est lui qui a la défaite politique parce qu'il est à la merci d'une décision qui fait augmenter les prix ou pas et qui expose, y compris devant les yeux des électeurs américains, sa situation de faiblesse. Voilà, c'est le piège sans fin, c'était la chute.